Donc j'espère que la soirée va vous plaire. Merci encore d'être venus. Et on va du coup commencer par l'intervention de Monsieur Marcial Vargas González, donc, qui est actuellement consultant au sein de la société Cantis, donc, qui est une société spécialisée dans l'analyse du cycle de vie. Donc Monsieur Marcial Vargas a une formation d'ingénieur chimiste à l'origine. Donc il va essayer de nous présenter un petit peu la complexité des processus en fait, qui sont mis en place dans la création d'un bien, d'un objet qu'on utilise au quotidien. Donc justement, nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'étudier en chimie. C'est un gros travail, un gros défi pour les ingénieurs d'aujourd'hui et de demain de réussir à avoir des objets éco-conçus. Donc je vais laisser Marcial introduire ce point de chimie. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je tenais à commencer par vous dire que je ne sais pas si vous étiez aligné avec ce que tu viens de dire. Je peux vous dire que moi, c'est ma réalité de tous les jours. Pourtant, c'est ce que je fais aussi tous les jours. C'est mon métier, c'est de me poser la question, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est la bonne action? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va dans le bon sens. On arrive à avoir de plus en plus clair. D'ailleurs, on commence à aller, c'est un des sujets sur lesquels je travaille, à aller dans ce qu'on appelle la durabilité absolue. Aujourd'hui, c'est encore le cas, la durabilité, c'est faire mieux. Mais est-ce que c'est faire mieux, c'est suffisant ou non? C'est la question à laquelle aujourd'hui on arrive moyennement à répondre. Et la question pour laquelle c'est difficile de se positionner aujourd'hui, vous comme moi, sur qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, quand on se dit qu'est-ce qu'on doit faire et qu'on est ingénieur chimiste, j'ai l'impression que c'est le cas pour une bonne partie des personnes dans la salle, ou tout simplement qu'on a un esprit scientifique cartésien, on a du mal à se dire comment est-ce que je sais. Et c'est là où je vais commencer par vous présenter mon métier. Comme on vous l'a dit, je travaille pour une société qui s'appelle Cantis. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner des acteurs privés et publics, principalement privés, dans leurs efforts de transition écologique et de les pousser à faire de mieux en mieux, que ce soit dans la définition des stratégies qui soient le plus ambitieuses possible, donc par exemple des stratégies qui soient alignées avec l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise être alignée à 1,5 degrés, par exemple, mais également dans tous les outils, dans la compréhension, dans la communication, donc, comment je fais pour changer notre façon de faire? Parce que c'est ça qui va être important aussi. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que le changement qui est nécessaire est un changement qui est significatif et qui n'est pas facilité. Parce que, comme on vous l'a dit, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne fasse pas le bon choix, parce que la société, de façon générale, est construite avec ce qu'on appelle la voie de la moindre résistance. Et la voie de la moindre résistance, c'est faire le choix le plus facile, qui n'est pas toujours le bon choix. Donc, on va commencer par faire un petit exercice, un petit jeu, puisque je veux aussi avoir votre avis de comment se présente le développement durable et de comment est-ce qu'on fait des choix. Première question, peut-être la plus simple du lot, qui est-ce qui est mieux? Un sèche-main électrique ou un sèche-main avec du papier? Qui est-ce qui pense que c'est le sèche-main électrique? Ok. J'ai le haut de l'amphi. Qui est-ce qui pense que c'est le sèche-main à papier? Une majorité qui répond pour cette option. Gardons ça en tête, on va voir ça plus tard. Deuxième question. Et là, on passe dans les choix du quotidien. Le sac papier ou le sac en plastique? Alors, qui est-ce qui pense que le bon choix, c'est le sac en plastique? Alors, on a une très petite minorité. Qui est-ce qui pense que c'est le sac en papier? Une très grosse majorité. Très bien. Et là, on va rentrer dans les sujets plus techniques et pointus. Qui est-ce qui est mieux de regarder en streaming ou d'acheter un DVD? Donc, qui est-ce qui pense que regarder en streaming est la meilleure solution? Une minorité. Qui est-ce qui pense que acheter le DVD est la meilleure solution? Ok. Donc, si je récapitule, on s'est
se sécher les mains avec des serviettes de papier, le sac en papier et le DVD. Regardons si c'est vrai. On va commencer par le premier exemple, qui est celui de les sèche-mains électriques versus se sécher les mains avec du papier. Donc, première chose que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui, et c'est là où vous allez attendre ce que j'appelle la réponse d'ACViste. Donc, moi-même, je suis ACViste. La personne qui fait de l'ACV, c'est que ça dépend. 99% des gens qui font de l'ACV vont vous dire toujours, quand vous posez une question, ça dépend. Et moi, je réponds à ça, oui, c'est vrai, on aura du mal toujours à se positionner. La force de ce que je vous montre aujourd'hui, c'est que je peux vous dire de quoi ça dépend. Et je peux vous dire dans quelles conditions une solution va être meilleure qu'une autre, et dans certains cas, vous dire oui, dans l'absolu, c'est une meilleure solution. Et donc là, on voit que par rapport à un sèche-mains électrique conventionnel, classique, tel que vous avez aujourd'hui un peu dans beaucoup d'endroits, mais par exemple dans les piscines, c'est pire que d'utiliser des serviettes papier. Mais des sèche-mains électriques très avancés n'ont pas apporté la même réponse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit avec l'avancée technologique. C'est le premier élément de réponse, c'est que souvent on s'améliore, heureusement. Mais on va revenir sur ce point-là. Maintenant, passons à la deuxième question, qui était le différents types de sacs. Quand on regarde les différents types de sacs, là, on peut voir, encore une fois, la réponse, ça va être, ça dépend. En tout cas, c'est du point de vue du changement climatique. Parce que ce qui va arriver souvent, c'est que déjà, malheureusement, plastique, ça ne veut rien dire, ce qui est une difficulté en soi, puisque entre du HDPE ou du LDPE ou du PP, on n'a pas les mêmes procédés derrière pour le produire. Et d'un autre côté, le papier, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on avait 1 gramme pour 1 gramme, le papier serait plus intéressant. La difficulté qu'on va avoir, c'est que le papier, très généralement, pour pouvoir faire des sacs, on utilise plus de matière. Donc finalement, pour remplir la même fonction, on a des quantités plus importantes. Et maintenant, on rentre dans le vrai sujet, le streaming ou le téléchargement. Et là, je vais rentrer vraiment un peu plus dans le détail de pourquoi cette notion de l'usage que vous en faites va être primordiale. Donc, globalement, le streaming est une meilleure solution que le DVD. Différentes raisons. La première, c'est que le gros enjeu du DVD, c'est le fait que vous avez beaucoup de plastique. Pour quelque chose que vous allez regarder une fois, 2 fois, 20 fois si vous avez des enfants et c'est la Reine des Neiges. Mais autrement, c'est une utilisation qui est assez unique, assez faible pour un produit qui nécessite de l'énergie, qui doit être transporté, etc., etc. Par ailleurs, le streaming en soi, ça veut dire que vous avez une version de film qui est stockée ou plusieurs copies quand même, chez une seule entité, Netflix par exemple, et qui va vous donner accès pour que vous le regardiez. Et l'énergie nécessaire au transfert, qui est quand même conséquente, puisque vous pouvez voir dans ce que je vous présente ici, est plus élevée que l'énergie que vous dépensez peut-être à le regarder, n'est pas comparable à l'énergie qui est nécessaire pour prendre du pétrole, le transformer, pour faire du propylène, qui va être encore transformé pour faire du propylène, qui va être encore transformé pour devenir un disque, etc., etc. Et c'est là où on voit l'intérêt de cette vision, c'est ce qu'on appelle la vision cycle de vie, qui nous permet d'avoir une vision globale sur les enjeux quand on a des procédés qui sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, la difficulté des choix qu'on a à faire, c'est justement la complexité de ce monde, où, comme je viens de le donner pour l'exemple du DVD, il y a beaucoup d'étapes pour arriver à un produit qui pourrait avoir l'air simple, et même des produits qui pourraient sortir comme étant très basiques vont être souvent très transformés ou vont suivre beaucoup d'étapes avant que vous puissiez les avoir autrement. Par contre, c'est là où aussi l'ACV et le concept cycle de vie impliquent également une réflexion
réflexion qui doit aller au-delà de juste les résultats que je vous affiche. Parce que c'est quoi notre différence que n'apparaît pas ici? C'est que si hier vous achetiez un DVD ou vous louez des DVD et que vous regardiez un film une fois toutes les 2 semaines, peut-être une fois par mois, peut-être 4 fois par mois, aujourd'hui la facilité d'accès fait que vous allez regarder Netflix tous les soirs. Donc, c'est ce qu'on appelle également les effets rebonds. Et c'est des choses aussi qui sont tout aussi importantes à analyser. Donc, ce qu'il faut se dire à travers ça, c'est que oui, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil d'aide à la décision. La pensée cycle de vie, c'est ce que nous, on préconise pour aller dans ce sens-là. Mais c'est pas tout, ça reste un outil. Et c'est de la même façon que vous n'allez pas construire une maison avec un marteau uniquement pour pouvoir faire des choix responsables. Cet outil est très puissant et il faut le compléter avec la bonne logique. De la même façon, si je reviens au cas des sacs de papier versus les sacs plastiques, la réalité c'est qu'aujourd'hui, l'écart d'impact entre les deux est négligeable. Un sac papier et un sac plastique vont avoir un impact carbone, en tout cas, qui est assez similaire. Néanmoins, le sac papier a l'avantage d'être biodégradable, tandis que le sac plastique, lui, il ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je dis toujours, il faut apporter aussi de l'intelligence. Mais je vous propose qu'on se penche un peu plus à comment fonctionne cet outil et pourquoi c'est intéressant. Donc, je commence par une petite blague du chat qui montre, encore une fois, cette difficulté qu'on a à faire les bons choix. Qu'est-ce que nous dit le chat? Il dit qu'on est dans un pays, ils font un bon choix maintenant, puisque pour couper les arbres, ils ont utilisé les ailes sur le et ça, c'est la réalité de notre quotidien. La première raison pour laquelle la CV est un outil important pour faire les bonnes options et pour faire les bons choix, c'est qu'on a tendance à oublier une partie de l'enjeu ou à se focaliser sur des choses qui ne sont pas si importantes. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de graphique à vous présenter, mais il y a une étude qui a été faite dans 5 pays où on a demandé aux personnes, il y a eu 1000 ou 10 000 personnes qui ont été consultées, quelles étaient d'après eux les actions qui permettaient le plus de lutter contre le changement climatique. En moyenne, plus de 25%, c'était la majorité, puisqu'il y avait toutes les actions, 27% des gens dans ces pays ont dit c'est d'arrêter de prendre des sacs plastiques au supermarché. Il y a moins de 10%, voire même moins de 5% si je ne me trompe pas, qui ont mentionné ou qui ont dit que le plus utile c'était de manger moins de bœuf. Aujourd'hui, manger moins de bœuf aurait un impact qui est peut-être 300 fois plus élevé en termes de lutte contre le changement climatique que d'arrêter de prendre un sac plastique au supermarché. Et c'est là où, justement, premier avantage de ce type d'outil comme l'analyse de cycle de vie, c'est que ça nous permet de focaliser sur les bonnes questions. On a encore le cas, nous, très souvent, d'avoir, par exemple, j'ai encore un peu de fil cette semaine, d'une entreprise qui nous contacte en disant on est une entreprise dans l'importation de produits exotiques, on veut travailler sur le packaging. Je peux vous dire, ne se focalise pas sur la bonne question. Donc, pensons à ça, et c'est là où cette notion de cycle de vie est importante. Comme je vous disais, on a des procédés qui sont complexes, la vie est complexe, et si on n'intègre pas tous les différents éléments qui composent un produit, on ne va pas réussir à faire le bon choix. De la même façon, l'autre avantage de ce type d'outil, c'est que nous pouvons faire des analyses sur plusieurs impacts et plus ce qu'on appelle des indicateurs environnementaux. Pour l'instant, je vous parle de carbone parce que c'est ce qui parle le plus, parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent. Mais de la même façon, comme je vous l'ai montré pour le CD et le DVD, en fonction des enjeux environnementaux, on n'aura pas la même réponse. Et c'est là aussi où le déplacement d'impact sont importants. Je vous montre un autre exemple de pourquoi c'est important. Voiture électrique, qu'est-ce que est affiché dessus? Zéro émission. Encore une fois, un cas des plus courants, ça devient le quotidien.
mais qui montre juste une part de la réalité. Puisque, si vous regardez une voiture électrique, zéro émission, pas tout à fait, puisqu'elle consomme quand même de l'énergie. Certes, c'est pas du diesel ou de l'essence, mais elle consomme de l'énergie. Et aujourd'hui, si vous êtes en France, une voiture électrique aura un bilan environnemental qui est plutôt avantageux par rapport à une voiture à combustion. Si vous êtes en Pologne, elle aura un bilan qui est entre 1,5 fois et 2 fois pire que celui d'une voiture à combustion. Parce que le mix polonais est composé quasi uniquement de charbon. Donc là, encore une fois, on voit l'intérêt de ce type d'outil qui a une vision holistique, puisqu'on peut intégrer des choses comme les déplacements d'impact entre différentes régions, entre différentes phases du cycle de vie, entre différents indicateurs environnementaux, de la même façon qu'aujourd'hui, si on fait une ACV sur une voiture électrique versus une voiture à combustion, la voiture électrique aura plus d'enjeux dont l'épuisement des ressources. Puisque pour la construire, on doit utiliser des ressources rares qui ne sont pas présentes dans une voiture à combustion. Et c'est là, encore une fois, où on a un rôle important, nous tous, dans les choix qu'on fait, en dehors de se dire c'est mieux, on fait mieux, mais faire des choix qui sont intelligents. Avec toujours en tête un élément qui est très important dans la pensée cycle de vie et qu'on a tendance à oublier, qui est le fait de se dire qu'il faut toujours prendre en compte la fonction de ce qu'on est en train d'étudier et de ce qu'on veut analyser. Parce qu'un cas typique qui peut être une ampoule, c'est aujourd'hui, on peut dire à la certitude que une ampoule LED aura moins d'impact qu'une ampoule à incandescence. Mais la difficulté derrière, c'est qu'on ne peut pas comparer une ampoule à une ampoule. Si je faisais une étude qui compare juste une ampoule à une ampoule, j'aurais des résultats qui disent que l'ampoule LED a un impact plus élevé qu'une ampoule à incandescence. Parce qu'elle a un impact plus élevé à la production, mais aussi parce qu'elle consomme plus d'énergie, surtout la durée de vie, avec une durée de vie qui est 10 fois plus importante. Et c'est là aussi où la notion de fonction va être hyper importante quand on fait ce type d'études, puisque si on compare à une unité constante, c'est là qu'on va se rendre compte qu'en effet l'ampoule LED est beaucoup plus avantageuse que l'ampoule à incandescence. Pardon, j'ai eu un saut de soleil. Hop. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que quand on est en train d'étudier un produit aujourd'hui, qu'on travaille pour avoir des produits qui soient éco-conçus, la question que se pose avec le guide en disant c'est difficile de faire un choix est une réalité. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils pour répondre à cette question. Est-ce qu'il se démocratise? Je peux vous dire que quand j'ai commencé le métier que je fais aujourd'hui et que j'arrivais dans une entreprise, très souvent on m'a dit de répondre c'est quoi l'analyse de cycle de vie? Aujourd'hui, les gens ils ont au moins entendu parler de ce que c'est, s'ils ne connaissent pas tous les détails, et que si ce type d'approche a des difficultés, aujourd'hui on est en mesure d'apporter des réponses de plus en plus concrètes et qui nous permettent d'aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, on voit encore cette démocratisation dont je parlais. J'ai cru comprendre que, on ne va pas dire le nom de l'entreprise, mais bon, je l'avais déjà affiché. Ça, c'est un exemple de comment aujourd'hui l'analyse de cycle de vie s'actionne tous les jours dans les entreprises. Puisque, par exemple, chez L'Oréal, qui est un de mes clients que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant, tout produit qui sort doit avoir prouvé qu'il était meilleur d'un point de vue environnemental que les produits qui sont sur le marché actuellement. Et ça montre en effet qu'on arrive à faire ces choix, que faire des reconceptions c'est possible de façon scientifique et rigoureuse, et que du coup, en se posant les bonnes questions et en utilisant une bonne approche, on peut vraiment atteindre ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire d'aller faire du monde quelque chose qui soit beaucoup plus durable. Merci.
Bonsoir, merci pour votre présentation qui est très intéressante. Juste sur le dernier point, j'aurais voulu savoir comment est-ce qu'on prouve qu'un produit est meilleur d'un point de vue environnemental que les produits sur le marché. Donc, juste une nuance, parce que je ne suis pas rentré dans les détails. Pour les produits dans le marché, je parle des produits L'Oréal dans le marché. Forcément, ils ne peuvent pas se comparer à ce que font les concurrents, parce qu'ils ne savent pas ce que font les concurrents. Et donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que pour chaque produit, il y a une note environnementale qui est issue d'une méthodologie qui a été développée sur un an de travail et qui se base sur une analyse de type analyse cycle de vie où différentes personnes chez L'Oréal, par exemple les formulateurs d'un côté, mais aussi les ingénieurs packaging, vont décrire les produits qu'ils sont en train de développer et qui vont les comparer du coup à une référence dans les bases de données. Moi, j'aurais juste voulu savoir depuis combien de temps votre société, la société Quantis, existe. Donc, en effet, je ne suis pas rentré dans tous les détails de Quantis. Quantis existe depuis 2006 et en fait, on est une spin-off de centres de recherche, un qui est l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et un qui est issu de Polytechnique Montréal, donc une société à la base suisse, avec aujourd'hui 120 consultants dans le monde et 6 bureaux, donc un des plus gros à Paris, le deuxième à Lausanne, et puis Boston, Berlin, Milan et Zurich. Merci. Bonjour. Quel outil utilisez-vous pour faire vos analyses de cycle de vie? Donc il y a des outils spécifiques dans l'analyse de cycle de vie, qui sont des logiciels qui ont été développés par des gens pour faire ce type d'analyse. Je peux vous donner des noms, c'est Macro, Gabi, c'est des noms qui sont plus barbares puisque vous ne l'utilisez pas. Mais dans les faits, ce qui est le plus technique dans l'analyse du cycle de vie, plus que les outils pour le faire, c'est les bases de données qui sont nécessaires pour faire les calculs. Donc ça, de la même façon, nous, les développeurs de bases de données, et il y a des bases de données qui existent, payantes, développées par d'autres centres de recherche. Et quand on a accès à une base de données, pour les faits, l'analyse du cycle de vie peut se faire facilement sur Excel. J'aimerais savoir par rapport à votre formation d'études, est-ce que ça vous a suffi pour le travail que vous faites ou vous avez dû vous former par la suite? Donc oui et non, dans le sens où moi j'étais diplômé de l'école de chimie de Montpellier. Dans mon cursus, on avait, si je ne me trompe pas, une quarantaine d'heures d'analyse de cycle de vie. Ce qui m'a été très utile pour avoir un stage dans le domaine. Par contre, c'était un stage qui était très formateur pour moi parce que j'étais le seul à faire de l'analyse de cycle de vie dans une équipe de chimie séparatisme. Ce qui veut dire que j'ai eu plus ou moins 6 mois pour me former tout seul, davantage. Et du coup, moi, je veux dire, mon parcours et mon cursus à l'école m'a permis en effet d'aboutir et d'être formé à ça. Après, dans les faits, nous, on embauche et on a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait particulièrement l'analyse de cycle de vie avant d'arriver chez nous. C'est pas une formation qui soit très courante. Et c'est quasi impossible de trouver des gens qui sortis d'école qui sont opérationnels de toute façon. J'ai une question concernant la dénomination analyse de cycle de vie. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de mentionner le mot cycle dans une vie cyclique, ce serait pas un peu une espèce d'Eldorado dans la société réelle, mais finalement, il y a quand même une bonne partie des produits qui finissent en déchet du coup. Tout à fait. C'est une très bonne question, c'est un très bon point et sur lequel je suis complètement aligné, mais qui vient d'un abus de langage tout simplement parce que en marketing ou en développement produit, on parle du cycle de vie d'un produit pour parler du fait que différentes étapes dans la vie d'un produit, mais ça ne veut pas dire qu'il est cyclique, même si généralement on le représente de cette façon. Dans le cas où il y a de la planète. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un terme qui s'utilise de plus en plus. On parle de wish cycling, parce que même chez nous, quand on pense que
c'est bon, je l'ai mis dans la bonne poubelle, j'ai fait le tri, tout va bien, mais dans les faits, on sait que c'est pas toujours la sécurité. Ça va. Merci pour la présentation. Vous avez évoqué tout à l'heure l'effet rebond. Oui. Les effets néfastes que ça peut avoir sur le fait des progrès qu'on a comme communautaire sur un produit. Est-ce que c'est des notions que vous abordez avec les clients? Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils modifient leur comportement? Alors c'est une question qui n'est pas simple à répondre. Donc il faut savoir que ce phénomène d'effet rebond, dans les faits, ça existe depuis très très longtemps. Il y a même un terme pour parler de ce type d'effet rebond dont j'ai parlé, de la dot d'effet rebond, mais je parle de celui-là en particulier, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Gévaude. Donc Gévaude qui était un personnage qui avait remarqué que malgré les améliorations d'efficacité énergétique qu'on avait dans la société consommait toujours de plus en plus d'énergie. Et ça venait du fait que quand on améliore l'efficacité énergétique d'un produit, il devient plus accessible, donc il y a plus de gens qui l'achètent. Et donc c'est sûr que, comme je disais, c'est un sujet pas simple, c'est que c'est un sujet que nous on essaie d'aborder avec les clients. Après, et je ne veux pas dire, je ne souhaite pas dire que je suis aligné avec cette mission de la société. Aujourd'hui, toutes les sociétés cherchent à faire de la croissance. Parler de décroissance, c'est quelque chose qui commence à se faire. Je sais que, par exemple, il y a un grand groupe de luxe français où ils ont eu tout un séminaire où quelqu'un leur a parlé de décroissance. Il y a d'autres groupes aussi en France qui parlent aujourd'hui de croissance contrôlée, mais ça reste un sujet qui est tabou. Et donc, dire à une entreprise, faites attention, vous allez en vendre beaucoup plus, c'est pas quelque chose qui soit toujours entendable. Vous avez d'autres questions? Merci beaucoup.